bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur la directrice d'une manifestation culturelle implantée depuis plus de 30 ans dans le Limousin. Marie-Agnès Sevestre, bonjour. Bonjour. Plein phare sur les francophonies en Limousin, le festival que vous dirigez depuis 2006. En quoi cela consiste cet événement ? C'est un événement qui a été créé il y a longtemps, comme vous le disiez, en 84, essentiellement théâtre, danse, musique, mais aussi beaucoup de rencontres littéraires, des débats d'idées, etc. Et donc, ce qu'on appelle en gros le spectacle vivant. C'est un événement phare en Limousin, en Nouvelle-Aquitaine, également le deuxième événement culturel de notre grande région, derrière les francopholies de La Rochelle, en dehors du L. Qu'est-ce qui vous différencie de l'événement ? Les francopholies, c'est la musique. Et nous, on est essentiellement théâtre, danse, donc plutôt... Vous faites aussi un peu de musique ? Il y a de la musique, mais ça n'a pas rien de comparable avec les francopholies de La Rochelle. Et vous vous intéressez surtout à des artistes qu'on va découvrir, qui sont en train d'émerger, alors que les francopholies sont des artistes qui sont déjà connus. Oui, quoi qu'il y a des plateformes aussi de découverte, mais je crois que notre festival a une mission un peu différente, qui est d'accompagner de jeunes artistes à l'étranger qui s'expriment en langue française et qui, pour certains, évidemment, ont besoin d'être mis en valeur, aidés, à qui on a besoin d'apporter des moyens de production aussi. Donc, en fait, on a quelques belles réussites d'artistes très connus maintenant à l'étranger et en France, comme Wajdi Mouawad, par exemple, qui ont commencé au Festival des Francophonies. Plein phare sur vos débuts avec ce festival, les francophonies. Comment est née votre aventure ? Pourquoi avoir accepté de la diriger en 2006 ? J'avais déjà moi-même créé un festival francophone qui a eu une vie de 10 ans dans le nord de la France, puisque j'ai dirigé une scène nationale, l'hippodrome de Douai. J'avais créé un festival qui s'appelait Les Météores et qui était entièrement consacré à la francophonie. Et quand la direction de Limoges s'est trouvée libre, je me suis dit que c'était bien de continuer l'aventure à une plus grande échelle, et c'est Limoges qui m'a ouvert ses bras. Ça a été facile de passer de Douai à Limoges ? Non, honnêtement non. Le Nord c'est assez connu, un endroit où il se passe énormément de choses. Il y a une concentration urbaine et d'activités incroyables. Limoges, c'est au milieu d'une campagne absolument merveilleuse, mais il n'y a pas cet enchevêtrement de villes, d'institutions culturelles. Donc je me suis retrouvée vraiment dans un autre univers, beaucoup plus rural, beaucoup plus calme. Mais en même temps, c'était aussi une ville qui avait un vrai intérêt pour la francophonie, et notamment la grande bibliothèque de Limoges qui est consacrée à la francophonie. Et donc, voilà, j'étais à la fois très bien, mais en même temps un peu surprise, c'était un peu trop calme pour moi. Le symbole aussi un peu Limoges, le Limousin, terre de résistance pour la francophonie, ça allait bien ? Ça allait absolument, et d'ailleurs, je crois que c'est pour cela que le Festival des Francophonies a été créé par Pierre Debauche à Limoges. Il y tenait en résonance avec cette histoire. Vous avez toujours, vous, travaillé, évolué dans ce milieu culturel depuis le début de votre carrière ? Oui et non. En fait, moi, je ne viens pas du tout d'un milieu sensible à ces questions. Et j'ai commencé à aller au théâtre à la vingtaine, comme j'étais pionne dans un lycée. Et on avait besoin d'adultes, entre guillemets, pour accompagner les élèves au théâtre. Et en fait, ça se passait en région parisienne ? En région parisienne. Et en fait, je suis allée au théâtre, donc au TEP, à l'époque, qui était dirigé par Guy Rétoré. Et j'ai découvert les grandes mises en scène de Guy Rétoré de l'époque. J'étais complètement conquise. Et à partir de là, ça a été une espèce de volonté de ma part de travailler dans ce milieu dont je ne connaissais absolument rien. Et pour y arriver, vous avez fait quelles études ? Vous avez suivi quel cursus ? Alors les études n'ont rien à voir avec ça. Mes études étaient très littéraires. Moi, je fais partie des gens qui ont fait leurs humanités, comme on disait, latin, grec, etc. Donc en fait, ça m'a beaucoup servi, parce que la culture générale, c'est toujours un bagage intéressant. Mais en fait, c'est l'expérience. J'ai commencé à travailler. Donc j'ai travaillé d'abord à l'Éducation nationale, dans un service qui existe toujours, je crois, la mission d'action culturelle, où je m'occupais de mettre en relation des artistes avec des lycées. Et puis à partir de là, j'ai ressenti que je pouvais faire mon métier de ce travail, disons, d'accompagnant, de construction de projets. Et c'est devenu mon souhait. Et à la trentaine, j'ai pu intégrer un théâtre. Plein phare sur votre travail. Vous allez à la rencontre des artistes. Vous êtes
Une défricheuse de talent, ça vous convient comme terme? Complètement. C'est vrai que je passe beaucoup de temps à aller voir des jeunes travailler, notamment à l'étranger, souvent dans des endroits assez démunis au point de vue de salle. Il n'y a pas de salle, il n'y a pas de salle de répétition, il n'y a pas de moyens. Mais il y a des talents formidables et c'est vrai que ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de flair un peu quand même. Après, ça demande des moyens qu'on n'a pas toujours ou plus vraiment dans la culture en ce moment. Donc ça, c'est aussi un sujet un peu problématique. Plein phare sur l'une des rencontres que vous avez pu faire avec des artistes que vous êtes allés voir en République démocratique du Congo. C'est le Staff Benda Bilili. On découvre des images de ces musiciens. C'est un groupe atypique de Kinshasa, des musiciens qui sont handicapés. Un documentaire a été réalisé sur eux et présenté à Cannes en 2010. Et vous avez eu la chance de les rencontrer avant qu'ils ne soient révélés aux yeux du monde. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu. J'ai su par des journalistes de RFI qu'ils allaient faire un reportage sur un groupe totalement étonnant de musiciens handicapés de Kinshasa qui répétaient au zoo de Kinshasa. J'y suis allée avec eux et à partir de là, j'ai vu que c'était absolument incroyable parce que tout autour, ce sont des gens qui traînent, il y a quelques policiers, des jeunes prostituées, des petits Ils n'ont rien dealers, à voir avec le groupe. qui n'ont rien à voir avec le groupe, mais à partir du moment, à l'instant même où le groupe commence à répéter, tout le monde s'arrête et tout le monde vient autour et vous voyez les petits militaires qu'on voit jeunes avec leurs fusils derrière. Et ces instruments, on peut voir au premier plan qu'ils sont fabriqués par eux. Ce n'est pas une guitare du commerce, c'est fabriqué avec du bois de récupération. Et à l'époque, voilà, ils n'avaient que ça pour travailler. C'était combien de temps avant qu'ils ne soient C'était 1 an ou 2 avant, enfin, parce qu'en 2010, comme vous dites, il y a eu ce documentaire sur eux, et puis après, ça a complètement explosé. Et ils ont fait des tournées internationales absolument extraordinaires. Mais voilà, cette photo-là, pour moi, représente vraiment un moment, voilà, tout à fait inouï. C'est-à-dire tous ces petits-enfants qui sont là, qui traînent, et eux qui jouent et qui inventent une forme musicale à partir de leur handicap et de leur pauvreté, puisqu'ils n'ont que des instruments de récupération. Quand vous allez voir des artistes comme ça, vous revenez ensuite en vous disant il faut qu'on les invite, il faut qu'on fasse des choses avec eux. Comment ça se passe? Souvent, c'est ça, mais c'est aussi parfois les mettre en relation avec d'autres. Par exemple, en ce qui concerne la musique, je ne suis pas productrice de musique. Donc, c'est travailler avec des professionnels de ce métier. On ne fait pas toujours les choses soi-même. Parfois, c'est aussi de se dire on va leur donner les bonnes adresses ou on va essayer de se mettre à plusieurs pour aider un projet. Et c'est souvent ce qui arrive autour d'artistes africains, par exemple. Et le staff Benda Bilili, vous avez réussi à les faire venir à Limoges? Alors, c'est ça le paradoxe, c'est que j'ai jamais pu avoir ce groupe à Limoges parce qu'ils étaient tout le temps en tournée, comme moi, ce n'étaient pas les dates du festival. Donc, en fait, je ne les ai vus qu'à Kinshasa ou dans d'autres salles, mais pas chez moi à Limoges. C'est un regret, mais il y a d'autres gens fantastiques à Kinshasa que j'ai invités. Et vous avez l'impression de faire un peu une œuvre humanitaire, entre guillemets, en allant voir comme ça ces artistes dans des pays qui ne sont pas forcément favorisés culturellement et pour les aider à s'en sortir? Écoutez, je crois que ce n'est pas le terme que j'emploierais parce que c'est plutôt eux qui m'apprennent beaucoup. Je me nourris énormément de ce que je peux rencontrer, des gens que je rencontre. Et je pense que c'est plus une mise en commun de leurs talents et de mes réseaux, plutôt qu'un regard, je dirais, de riche à pauvre. Parce que finalement, ça n'a pas beaucoup de sens dans le milieu artistique. On est vraiment à égalité sur beaucoup plus de points qu'on ne le croit. Et puis, de toute façon, on est de moins en moins riche dans notre culture française. Donc, il faut rester modeste et plutôt se dire qu'on est utile parce qu'on regarde et qu'ils ont besoin souvent de regards qui manquent dans leur pays. Quels sont les artistes que vous êtes allés chercher pour cette édition 2017 des Francophonies en Limousin? Alors d'abord, des gens qui sont eux-mêmes déjà assez repérés dans leur pays, comme Fadel Jaïbi, maintenant qui dirige le Théâtre national de Tunis, mais et aussi des jeunes artistes comme un garçon que j'ai rencontré à Brazzaville il y a assez longtemps, et dont on a accompagné les premières créations, puis maintenant qui crée à Festival d'Avignon, dans les grands festivals, donc qui s'appelle Delavallée Bidjé-Fono, et qui est un merveilleux chorégraphe, et qu'on va accueillir en création à Limoges cette année. Donc on voit bien que le festival, c'est un mélange entre des gens
vraiment déjà formidablement reconnus, qui apportent leur talent, leurs références, et puis aussi des jeunes qui sont en exploration et qu'on amène sur le devant de la scène nationale. Comment le public limougeaud accueille vos propositions qui sont vraiment très variées ? Écoutez, il y a un public fidèle à Limoges, parce que quand même, 34 ans, ça crée des générations. Parfois, je rencontre à l'étranger ou en France des gens qui me disent « Oh, mais mon premier spectacle de théâtre, c'était au Festival des Francophonies ». Donc je pense qu'il y a les parents et les enfants maintenant qui ont suivi. Il y a un public très militant aussi. Vous faisiez référence à Limoges et à cet esprit un peu de résistance, mais aussi, je pense que l'idée d'avoir à Limoges un festival qui n'existe nulle part ailleurs et qui donne une identité à la ville et aussi à la région autour, je pense que c'est une fierté. Alors j'espère être à la hauteur de cette fierté. Plein phare sur un objet fétiche. On vous a demandé de nous amener. Vous avez choisi une voiture miniature qui est liée à un des spectacles que vous avez pu faire. Alors là, on ne se rend pas compte sur la photo, mais en fait, c'est une voiture miniature grand modèle. Elle faisait partie d'un spectacle d'un merveilleux metteur en scène québécois qui s'appelle Daniel Meyer et qui était un grand créateur de spectacles pour jeunes publics. Et il avait, quand j'étais dans le Nord, créé un spectacle avec énormément de jouets qui étaient éclairés et qui bougeaient. Et à la fin du spectacle, il m'a proposé de choisir un de ces objets pour me remercier. Et donc, j'ai choisi la voiture. Et après, je me suis demandé pourquoi j'ai choisi la voiture. Mais en fait, moi, je n'ai pas eu de frère. Donc, je n'ai pas eu autour de moi d'objets comme ça. Parce qu'en fait, les filles, on ne nous offrait pas des petites voitures. Et je pense que c'est quelque part symboliquement un frère absent, mais un beau metteur en scène que je salue au passage, Daniel Meyer de Montréal. Et elle évoque, elle illustre toutes ces belles rencontres que vous avez pu faire. Vous la regardez souvent ? Elle est dans ma bibliothèque, je la vois tous les jours. Merci Marie-Agnès Sevestre d'être venue mettre les francophonies en plein phare. Les francophonies, c'est du 20 au 30 septembre en Limousin. La lumière éclaire toujours la toile, France3.fr pour revoir l'émission. Merci et à bientôt.